Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Voilà. Alors je suis ravi d'être à Nantes et je vous remercie pour cette invitation. Je suis un peu stressé parce que j'ai une angine et je suis pas sûr que ma voix tienne 60 minutes. Mais bon, je vais l'utiliser autant que possible, en commençant par proposer une petite modification du titre, puisque le titre que j'avais en effet annoncé il y a quelques mois, qui a autorité pour parler du temps, me paraît un peu trop dirigiste. En fait, c'est pas une affaire d'autorité. En fait, tout le monde parle du temps. On passe même pratiquement son temps à ne faire que ça. Donc tout le monde a autorité à parler du temps, tout le monde a le droit de parler du temps. La question, c'est plutôt qui est légitime pour en parler bien. C'est un peu une autre question. C'est une affaire de légitimité, si vous voulez, plutôt que d'autorité. Est-ce qu'il y a une discipline scientifique spéciale qui serait mieux disposée que d'autres à poser cette question? Est-ce que c'est une affaire non scientifique? La philosophie, par exemple, pourrait revendiquer le droit d'être légitime à parler du temps. Ou est-ce qu'il faut aller chercher encore ailleurs pour avoir des réponses à ces questions? Et donc, je commencerai par une remarque qui a été faite par George Orwell. Vous savez, cet écrivain britannique qui a écrit 1984 et d'autres grands livres. Mais pendant la guerre, il avait tenu un journal dans lequel il faisait remarquer que beaucoup de systèmes dictatoriaux commencent par une épuration du langage. C'est-à-dire que le sens même des mots est travesti et on ne peut même plus dire la vérité puisque les mots pour la dire ont disparu. Ou alors on est victime d'un double sens qui empêche qu'on puisse la dire vraiment, de sorte qu'on ne peut même plus accuser le pouvoir de mentir. C'est simplement qu'il a détruit la possibilité de dire le vrai, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et George Orwell écrit dans son journal: les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échecs avec des individus réels. Voilà. Et donc la question que je voudrais poser, c'est quel rapport y a-t-il entre le mot temps, l'usage que nous en faisons, et cette chose qu'il est censé désigner qui s'appelle le temps? Quel est le rapport entre le mot et la chose? Et la vérité, c'est que quand nous parlons du temps, quand nous méditons sur le temps, nous le faisons toujours sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-ce que le temps, nous le pensons comme une substance, comme quelque chose de particulier qui s'appellerait le temps? Est-ce que nous le pensons comme une sorte de fluide? On compare souvent à un fleuve, d'ailleurs on dit qu'il s'écoule comme un fleuve. Est-ce que c'est vrai que le temps s'écoule? Est-ce que c'est vrai qu'il passe? Mais à force de passer, il devrait ne plus être tout à fait là. Or, il est toujours là, donc est-ce qu'il passe vraiment? Parfois, on le présente comme une illusion, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous trompe, que nous avons fabriqué, mais qui n'a pas de contrepartie dans la réalité. D'ailleurs, la semaine dernière, à Nantes, il y a eu un débat à l'occasion des Utopiales sur cette question: le temps est-il ou non une illusion? Et quand vous écoutez les phrases, soit que vous dites vous-même, soit que vous entendez dire autour de vous, qui contiennent le mot temps, vous verrez rapidement que certaines d'entre elles suggèrent que le temps serait un être physique. D'autres, au contraire, suggèrent qu'il serait une production de notre conscience. D'autres, que c'est simplement un aspect des processus naturels. D'autres encore, que c'est une simple construction culturelle. Et vous verrez, en écoutant avec une attention particulière, que toutes ces façons de penser le temps cohabitent dans le langage. On voit bien qu'elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps. Le temps, s'il existe, n'est pas à la fois une entité physique et une construction culturelle. Il va falloir choisir. Il y a des incohérences qui sont visibles dans nos locutions journalières. Et donc la question, c'est celle-là, c'est qui est légitime à en parler bien? Et on voit bien que quand on pose cette question, on se met soi-même un peu mal à l'aise, puisque la question du temps n'est pas a priori la question d'un savoir particulier. D'ailleurs, qui saurait dire
à partir d'un savoir parfaitement sûr. Si le temps est ce qui accueille les événements, ou si au contraire il en émane. Est-ce que le temps est une production des événements, ou est-ce que le temps est cette chose bizarre qui accueille les événements? De la même façon, qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges quand nous disons qu'elles donnent l'heure? Qu'est-ce que montre vraiment une horloge? Qu'est-ce que montre vraiment une aiguille qui avance sur un cadran? Est-ce que ça montre du temps? Est-ce que ça montre simplement un mouvement dans l'espace, qui est un avatar de la durée? Ou est-ce que ça montre encore autre chose? Heidegger disait par exemple, le temps se montre dans la présentification de l'aiguille qui avance. Mais il veut dire quoi exactement le coco là? Heidegger, il veut dire quoi là? On voit bien que une aiguille qui avance sur un cadran, c'est bizarre, ça montre pas une durée pure. Ça montre un mouvement dans l'espace. Donc une horloge est un instrument qui va convertir une durée qui est un objet purement temporel en quelque chose de spatial. Et d'ailleurs, la montre ne montre pas une durée pure parce qu'elle convertit une durée en un mouvement. Autrement dit, elle spatialise le temps. Et la montre nous fait croire qu'une durée, c'est un intervalle d'espace entre deux marques sur l'écran. Et donc, quand on regarde une durée sur une montre, on a l'impression qu'elle fait coexister des instants qui, dans le temps, ne peuvent pas coexister. Par définition, les instants qui composent une durée n'existent pas ensemble. Ils existent l'un après l'autre. Alors qu'une longueur, elle, fait coexister ensemble des points dans l'espace qui sont là en même temps devant moi. Et donc, vous voyez que le fait de spatialiser les durées nous trompe sur ce que peut montrer une aiguille qui avance. Bref, quand il s'agit de répondre à ces questions, chacun a son mot à dire, mais on voit que assez rapidement ça cacophone et les esprits s'embrouillent. Par exemple, vous entendrez quelqu'un dire que le temps s'arrête quand plus rien ne change. Quand tout s'arrête, le temps s'arrête. Il y en a qui vous diront, bah non, quand tout s'arrête, il y a un truc qui continue à passer, c'est le temps. Et d'ailleurs, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe, disait Giono. Il y en a qui vous dira que le temps ne s'écoule que dans notre conscience. Un autre vous dira que par les temps qui courent, le temps s'accélère. C'est une phrase bizarre, hein, qu'on entend tous les jours. Et c'est en même temps une phrase absurde. Parce que pour que le temps ait une accélération, il faut déjà qu'il ait une vitesse. On sait quoi la vitesse du temps? Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc on divise quelque chose par une durée pour établir une vitesse. La vitesse d'une voiture, c'est la distance qu'elle parcourt pendant un temps donné. Donc on divise une longueur par un temps, ça fait une vitesse. Mais alors la vitesse du temps? Je divise une durée par une durée. Ce qui me conduit à penser que le temps est cette chose bizarre qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Ce qui me renseigne peu. D'accord? Donc le temps n'a pas de vitesse. N'ayant pas de vitesse, il n'a pas non plus d'accélération. D'où vient qu'on attribue une vitesse au temps? Du fait qu'on le compare à un fleuve. Un fleuve, la Loire, a une vitesse d'écoulement qui est variable, qui dépend des endroits, du temps, etc. Mais on peut définir le concept de vitesse d'écoulement de la Loire. Mais la vitesse d'écoulement du temps, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, vous remarquerez, pour filer cette métaphore du fleuve, que pour pouvoir dire qu'un fleuve s'écoule, il faut pouvoir imaginer un lit dans lequel le fleuve s'écoule et qui lui-même ne s'écoule pas. Vous êtes d'accord avec moi que si le lit de la Loire s'écoulait avec la Loire, on ne dirait pas que la Loire s'écoule. Autrement dit, quand on transpose ça à la question du temps, pour pouvoir dire que le temps s'écoule, il faut pouvoir imaginer un milieu dans lequel le temps s'écoule qui lui-même ne s'écoule pas. Autrement dit, pour penser l'écoulement du temps, il faut penser le hors-temps. C'est-à-dire, il faut penser une extériorité au temps depuis laquelle on puisse observer un écoulement du temps.
Donc vous voyez que ces locutions familières, en fait, recèlent toutes des problèmes. Et la question, finalement, c'est celle-ci. À quoi le temps ressemble-t-il vraiment? Est-il comme le langage le raconte? Est-ce qu'il est comme nous croyons le percevoir ou le vivre? Est-ce qu'il est comme le représentent les physiciens? Ou est-ce qu'il est comme le pensent les philosophes? En gros, c'est ces différentes hypothèses que je vais examiner. Comme ma voix a l'air de tenir, je pense que j'irai jusqu'au bout. Alors, a priori, c'est vers les philosophes qu'on se tourne à propos du temps. Ce sont les premiers à avoir saisi cette question, à avoir pensé le concept et à l'avoir, disons, élaboré dans des systèmes philosophiques qui sont parfois ingénieux et cohérents. Et on peut se dire que finalement, ce sont les philosophes qui sont légitimes à parler du temps. Les grands noms, vous les connaissez. Aristote, évidemment, Saint-Augustin, Leibniz, Kant, Husserl, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty, sont des gens qui ont élaboré des systèmes qui permettent de saisir conceptuellement le temps en associant le temps plus ou moins directement à l'espace et à d'autres choses. Tantôt en le couplant aux événements, tantôt au contraire en le séparant des événements. Toutes les écoles existent. Et donc le premier mouvement, c'est celui-ci, c'est de se tourner vers la philosophie. Et simplement, on constate assez vite que mettre sur pied un système, une philosophie du temps, et mettre la main sur le temps sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a mis sur pied un système qu'on a mis la main sur le temps. Puisque la construction d'une philosophie du temps, même si elle est rigoureuse, n'implique pas nécessairement qu'elle vise juste. Et donc, il y a des systèmes philosophiques qui, sans doute, sont plus vrais que d'autres. Comme ils sont contradictoires entre eux, d'ailleurs, ils ne peuvent pas être tous vrais. Et donc, si vous choisissez de résoudre la question par la philosophie, ce qui est parfaitement légitime, pour le coup, vous devez être conscient, a priori, que vous allez tomber sur au moins deux difficultés. La première difficulté, qui est une difficulté récurrente parce qu'elle est inhérente à la philosophie, c'est celle que je viens de dire, à savoir que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Par exemple, il y en a qui font du temps le principe du changement. Le temps, c'est ce qui fait que ça change. Il y en a d'autres, au contraire, qui considèrent que le temps, c'est une espèce d'enveloppe invariable de toute chronologie. C'est le réceptacle dont je parlais tout à l'heure. Il y en a qui vont assimiler le temps à la furtivité. Aristote, par exemple. Le temps ne se montre que niais. Un instant présent, dès qu'il apparaît, tombe dans le passé, et puis l'instant futur n'est pas encore là, donc le temps se montre par le fait qu'il est toujours furtivement donné. D'autres, au contraire, vont dire que c'est une arène statique qui accueille le flux des événements. Il y en a qui vont le concevoir comme un être purement physique, je l'ai dit. Au contraire, d'autres le présenteront comme un produit de la conscience, ou comme un produit de certaines cultures, ou comme une hallucination. Je rappelle qu'il y a des cultures, il y a des langues dans lesquelles le mot temps n'existe pas. La langue chinoise, par exemple. La langue chinoise ne conjugue pas et n'a jamais éprouvé le besoin d'inventer un concept abstrait qui s'appelle le temps, qui serait une sorte de fil homogène auprès duquel on pourrait rapporter la suite des événements. Bon, ils l'ont incorporé maintenant par le biais de la mondialisation, mais ils ne l'ont pas produit eux-mêmes. Ça veut dire qu'on peut penser, on peut faire de la philosophie, sans avoir nécessairement à élaborer le concept de temps. Ce n'est pas un concept obligatoire de la pensée. Et donc, comme ils ne sont pas d'accord entre eux, les systèmes philosophiques, il faudra faire des choix. Et ces choix, vous les ferez selon quels critères? Est-ce que ce sera l'élégance du système proposé? Est-ce que ce sera sa séduction? Est-ce que ce sera sa rigueur apparente?
Est-ce que ce sera sa vraisemblance ou est-ce que ce sera son auteur? Il ne m'appartient pas de répondre à votre place, évidemment, mais simplement de vous faire percevoir que cette question se pose. Qui est-ce que vous allez choisir? Heidegger ou Kant? Ou Aristote? Et si vous en choisissez un plutôt qu'un autre, ça sera pour quelle raison? Il faut en être conscient. Je vous suggère Kant plutôt qu'Heidegger, pour être sûr de comprendre un peu. Bon. Alors il y a une deuxième difficulté, qui est corrélative de la première, qui est que la philosophie elle-même est clivée par la question du temps. En gros, il y a d'un côté une première catégorie de systèmes philosophiques qu'on appelle les philosophies du concept. Et puis de l'autre côté, il y a une autre doctrine, un corps de système qu'on appelle les philosophies de la conscience. Dans le premier cas, on considère que le temps doit être pensé comme un simple ordre d'antériorité ou de postériorité, sans qu'aucune référence ne soit faite ni à l'instant présent, ni à la conscience de quelque observateur, ni même à sa simple présence. La seule chose qui existe, d'après ces systèmes, ce sont les relations temporelles entre événements. Le temps n'apparaît alors que comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives, définitives, indépendantes de nous. Par exemple, si vous racontez l'histoire de la formation du système solaire, vous allez raconter des histoires qui ne mettent en jeu que des chronologies. Vous allez dire tel événement A s'est passé avant tel événement B, sans qu'à aucun moment vous n'ayez à invoquer la présence d'un observateur. Le temps se réduit à un ordre de succession. Et les phrases que vous prononcerez dans un tel contexte sont des phrases dont la valeur de vérité ne dépendra pas du moment où vous les dites. Par exemple, pour prendre un exemple plus proche de nous, si je dis que Newton est né avant Einstein, je dis une phrase dont la valeur de vérité est indépendante du moment où je dis la phrase. Je peux la dire aujourd'hui, elle est vraie, je peux la répéter demain, elle sera vraie, je peux la répéter dans 10 ans, elle sera toujours vraie. Alors que si je dis « il fait beau aujourd'hui », ça n'est vrai que s'il fait beau aujourd'hui. Si je répète cette phrase demain, il se peut que cette phrase qui était vraie aujourd'hui devienne fausse. Quelle est la différence entre les deux exemples? C'est que dans un cas, j'invoque une pure chronologie, qui est toujours vraie, qui est objective. Dans l'autre cas, j'invoque ma présence et le présent dans lequel je perçois une vérité. Il fait beau aujourd'hui. Mais comme le temps passe, cette vérité peut se changer en erreur si les conditions qui m'ont fait la prononcer changent. Et donc, la grande question qui a été débattue par des philosophes, c'est est-ce que tous les énoncés relatifs au temps pourraient être ramenés à des propositions du premier type, c'est-à-dire des chronologies objectives, ou est-ce que pour dire l'intégralité de notre expérience du temps, il faut de temps en temps imposer la présence d'un observateur, d'un sujet qui a une conscience et qui dit ce qu'il perçoit. Bon. Alors il y a des débats, je ne vais pas insister là-dessus, il y a un fameux article de McTaggart de 1906 qui est un des articles les plus commentés à propos du temps. Je ne vais pas m'attarder à ça, mais simplement souligner que pour les autres philosophies, celles dites de la conscience, le temps, ce n'est pas une chronologie, c'est un passage, le passage d'un instant particulier, le transit du présent vers le passé et de l'avenir vers le présent. Et cette dynamique, ce passage, si vous préférez, ne peut être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet, de sorte que le temps n'apparaît plus comme un simple ordre chronologique, mais comme une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité. Autrement dit, pour simplifier ce que je suis en train de tenter d'expliquer, pour des systèmes, le temps est indépendant de nous. Dans les systèmes autres, la deuxième catégorie que j'évoquais, le temps a besoin de nous pour être dit, pensé et même pour exister. Il a à voir avec notre conscience.
Et donc, quand vous décidez de vous intéresser à la philosophie, dans quel camp allez-vous? Vers la chronologie ou vers la subjectivité? Alors, c'est pas facile, à mon avis, de choisir, pour deux raisons. La première, c'est que si vous choisissez de dire que le temps n'existe pas en dehors du sujet, c'est-à-dire si vous pensez que le temps a à voir avec la conscience, vous tombez devant une donnée factuelle qui est aujourd'hui très largement étayée, qui va vous poser des problèmes. Cette donnée, c'est que nous savons maintenant que l'univers a une histoire. Et l'âge de l'univers, c'est au moins 13,7 milliards d'années. Je ne dis pas qu'il est né et apparu il y a 13,7 milliards d'années. Le Big Bang, on va y revenir au moment des questions, le Big Bang n'est plus ce qu'on croyait. Mais disons que l'âge de l'univers, c'est au moins ça. Nous savons que la Terre est apparue, elle, il y a 4,45 milliards d'années, que la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, et que l'apparition de l'homme, et donc, si on veut, de la conscience, enfin d'une conscience de soi un peu plus élaborée, ne remonte, elle, qu'à 2 ou 3 petits millions d'années. Quand vous mettez ensemble ces nombres, ça donne quoi? Ça donne que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et ils s'enfrontent beaucoup, 2 millions d'années par rapport à 13,7. C'est un rapport de 1 à 7000. Ça veut dire que le temps a passé la plupart du temps sans qu'on soit là pour le faire passer, si c'est nous qui le faisons passer. Donc si vous considérez que le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer, l'idée qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies qu'on appelle corrélationnistes, qui font dépendre le temps de la conscience, comme la philosophie de Kant ou beaucoup d'autres, Husserl, Saint-Augustin qui dit que le temps ne s'écoule que dans l'âme. Eh bien, si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer, et si la présence des sujets dans l'univers est elle-même une production historique, alors comment le temps a-t-il pu passer jusqu'à l'apparition des sujets s'il a besoin d'un sujet pour passer? C'est ça qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, et qui est un paradoxe très grave, et qui oblige à interroger, à questionner toutes les philosophies corrélationnistes. Il y en a beaucoup je parle des philosophes ou des scientifiques, qui considèrent que ce paradoxe est tellement grave que la seule façon d'en sortir est de renoncer à la prémisse de départ, et donc à considérer que le temps n'a pas besoin de la conscience pour passer. Et donc le temps est un être, disons, physique, qui est à lui-même la source de sa propre dynamique. Et donc vous allez, si vous êtes convaincu par ce raisonnement, abandonner les philosophies de la conscience et vous tourner vers les philosophies du concept. Donc en gros vers la physique, ou des philosophies qui tiennent compte de la physique. Mais là vous allez tomber sur un autre problème. C'est que la physique n'a toujours pas identifié ce qu'on appelle le moteur du temps. C'est-à-dire, elle n'a pas identifié cette dynamique cachée qui fait que dans le temps, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Vous êtes obligé de suivre le cours du temps, alors que dans l'espace, je prends des modèles simples, dans l'espace, vous pouvez rester présent à la même position. C'est bien ce que vous faites là. Vous êtes assis à la même place, vous y demeurez, mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec le temps. Vous êtes obligé de suivre le cours du temps, donc il y a une dynamique, soit qui vous tire, soit qui vous pousse, mais qui vous empêche de rester présent au même instant présent. La question est, quel est le moteur de cette dynamique? Qu'est-ce qui fait que, dès qu'un instant présent se présente, il est aussitôt prié d'aller se faire voir ailleurs, en l'occurrence dans le passé, pour être remplacé par un autre instant présent qui lui-même, etc. Quel est le moteur de ce renouvellement permanent de l'instant présent? Eh bien, on ne sait pas.
Alors comme on ne sait pas, on en prend acte qu'il y a quand même quelque chose, et on met une flèche sur l'axe par lequel on représente le temps. Et cette flèche dit « ça avance ». Ça avance, c'est-à-dire, je suis obligé de suivre le cours du temps. J'y reviendrai tout à l'heure, mais la flèche qu'on trace là, c'est pas la flèche du temps. C'est le cours du temps représenté par une flèche. Un peu compliqué. Mais vous voyez que on est tellement habitué à regarder cette droite-là, par laquelle on représente le temps, et on le fait de la même façon qu'on soit physicien, comptable, commerçant, quand on fait des comptes, quand on représente n'importe quelle courbe temporelle, on représente l'axe des temps de la même façon. On est tellement bien habitué à ça qu'on n'interroge même plus cette courbe. Mais vous voyez que cet axe-là, la question c'est comment est-ce qu'il est temporellement parcouru? Quand vous êtes présent à l'instant présent, à l'instant T, disons, où sont les instants qui suivent? Est-ce qu'ils sont déjà là à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout là? Ils sont dans le néant. Vous voyez cette droite-là, quand vous la tracez, vous considérez un instant. Est-ce que cet instant parcourt un territoire qui est là de toute éternité? Ou est-ce que cet instant est bordé à gauche par du néant et à droite par du néant? Bon, on n'en sait rien. Posez-vous la question autrement. Est-ce que demain existe déjà dans le futur? Ou de façon plus générale, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Bon, on n'en sait rien. À force de représenter le temps comme l'espace, et c'est ce qu'on fait quand on trace cette droite, on s'imagine que le temps est comme l'espace. Et que le futur existe, sauf qu'il a un endroit où nous ne sommes pas encore. Mais peut-être que le futur n'existera que quand il sera présent. Mais qu'à l'heure où je vous parle, il n'existe pas encore, du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que vous avez des têtes qui m'inquiètent sur... Non, simplement, juste pour finir là-dessus. L'axe des temps. Kant l'avait remarqué lui-même. Quand on trace l'axe des temps, on utilise une représentation monstrueuse. Puisque précisément, on fait exister ensemble des instants qui, par définition, n'existent pas ensemble. D'accord? Et à partir du moment où vous avez ça en tête, cette représentation devient un mystère. Comment cet axe est-il temporellement parcouru? Et que représente-t-il au juste? Et donc, vous voyez, ça c'est la première partie de mon exposé. Mais quand vous choisissez la philosophie, en gros, on vous propose soit d'aller du côté de la conscience, soit d'aller du côté du concept. Si vous choisissez la conscience, vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité, que vous ne pouvez pas mettre sous le tapis comme ça en disant c'est pas grave. Et si vous choisissez le camp du concept, vous devez avoir en tête la question du moteur du temps, qui n'a pas été identifié par les physiciens qui en prennent acte. Je simplifie un peu en disant ça parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de travaux en physique théorique pour essayer d'unifier la théorie d'Einstein de la gravitation et la physique quantique qui décrit les particules. Et dans ces travaux, certains espoirs apparaissent qu'on pourrait justement identifier le moteur du temps, dans ce qu'on appelle les géométries non commutatives ou des choses comme ça. Bon, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais je ne veux pas vous perdre avec des choses trop abstraites. Donc, la question qui reste posée, à propos de l'axe des temps, c'est une question que posait Bergson, quand il a vu Einstein à Paris en 1922. Comment du successif peut-il être engendré par du juxtaposé? Voilà. C'est ça la question. L'axe des temps juxtapose des instants qui sont tous là ensemble. Mais comment se fait-il que ces instants qui sont tous là ensemble ne nous apparaissent que de façon successive?
comment du juxtaposé peut-il engendrer du successif? Voilà. Donc, vous ayant convaincu que c'est un problème, que dans les deux cas qui vous sont offerts, à chaque fois on rencontre une difficulté, vous pourriez vous dire, mais finalement, calmons-nous, n'allons pas vers les concepts élaborés. Le temps, c'est d'abord un mot. C'est un vocable qui n'a pas un sens qui lui soit donné par une puissance indépendante de nous, de sorte qu'il devrait y avoir une recherche scientifique sur ce qu'il veut réellement dire. En fait, le sens du mot temps ne serait en somme rien d'autre que les façons que nous avons de nous en servir. Et donc, il n'y a qu'à faire confiance au langage. Le langage n'a peut-être pas vocation à saisir la vérité profonde du temps, mais en l'écoutant, en l'interprétant, on peut peut-être arriver à comprendre ce que nous nommons temps dans le langage ordinaire. Le temps, finalement, serait une affaire de grande causerie. Ce serait simplement le sujet d'un vaste bavardage auquel chacun d'entre nous participe de façon plus ou moins originale. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Le temps, c'est un mot, c'est tout. Et c'est le langage qui va nous dire la vérité de ce mot. Alors si vous avez cette idée que le langage serait légitime à parler du temps, et d'ailleurs il l'est puisqu'il parle du temps tout le temps, vous prendrez vite conscience de la gravité d'un paradoxe qui vient s'ajouter au problème que j'avais déjà évoqué tout à l'heure en citant Orwell. C'est que le mot temps, quand vous l'isolez des mots qui l'entourent, quand vous le sortez du flux verbal dans lequel il est inséré, eh bien, il se transmute immanquablement en mystère insondable. Autrement dit, si nous nous comprenons lorsque nous parlons du temps, c'est non pas parce que nous comprenons ce qu'est le temps, c'est parce que nous parlons vite. Autrement dit, ce qui donne un sens au mot temps dans les phrases dans lesquelles nous l'insérons, ce sont les phrases. Autrement dit, ce n'est pas le temps qui porte son sens avec lui, ce sont les phrases dans lesquelles on le met qui déterminent le sens du mot temps qu'on a mis dans les phrases. Mais si vous le sortez des phrases, alors il devient un substantif, et tout d'un coup vous demandez mais c'est quoi ce truc? Ce substantif est sans doute associé à une substance, mais laquelle? C'est quoi le temps? Et là vous êtes pris d'un vertige incroyable, qui a été très bien décrit par Paul Valéry. Je vais vous citer ce qu'il en dit d'ailleurs. Voilà ce qu'écrit Paul Valéry dans Poésie et pensée abstraite. Il écrit « Vous avez certainement observé ce fait curieux que tel mot, qui est parfaitement clair quand vous l'entendez ou l'employez dans le langage courant, et qui ne donne lieu à aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire, devient magiquement embarrassant, introduit une résistance étrange, déjoue tous les efforts de définition aussitôt que vous le retirez de la circulation pour l'examiner à part, et que vous lui cherchez un sens après l'avoir soustrait à sa fonction momentanée. Par exemple, je saisis au vol le mot « temps ». Ce mot était absolument limpide, précis, honnête et fidèle dans son service, tant qu'il jouait sa partie dans un propos et qu'il était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais le voici tout seul, pris par les ailes. Il se venge, il nous fait croire qu'il a plus de sens qu'il n'a de fonction. Il n'était qu'un moyen et le voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Il se change en énigme, en abîme, en tourment de la pensée. Ce qui veut dire que le mot temps n'a pas du tout un sens autonome, j'insiste là-dessus. C'est la phrase qui lui donne un sens. Et d'ailleurs, si vous avez ça en tête et que vous reprenez n'importe quelle phrase dont vous avez l'habitude, qui contient le mot temps, vous allez tomber de votre chaise. En vous demandant, mais ça veut dire quoi au juste? Par exemple, si je dis « je n'ai pas le temps », qui est une phrase assez courante, on comprend tous ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Et que signifie le mot temps dans cette phrase? Alors d'abord c'est une phrase curieuse, hein, parce que ça veut dire que c'est une phrase qui indique que la possession que j'ai du temps est intermittente. Il y a des moments, j'ai le temps, il est à moi, j'ai mon temps, j'ai tout mon temps, puis d'autres fois, non. Je le possède, je le possède pas, je le possède, je le possède pas. Mais que veut dire la phrase? Elle veut dire que la disponibilité ou la liberté qu'il vous faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande de faire, ce qu'on vous demande de faire, cette liberté, vous ne l'avez pas. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que le temps, en passant, contraint votre emploi du temps. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il y a un temps qui passe que vous n'avez pas le temps. C'est parce qu'il y a du temps que vous n'avez pas le temps. Autrement dit, dans cette phrase, le mot temps n'a rien à voir avec le temps. Il a à voir avec la liberté. Je n'ai pas le temps, ça veut dire je n'ai pas la liberté. Ok ? Et d'ailleurs, un sondage a été mené en Belgique récemment qui montre que cette phrase est dans 70% des cas, et je pense que ça pourrait être plus, un mensonge. C'est-à-dire qu'on dit cette phrase pour, en fait, assumer sa liberté par un mensonge. Ça veut dire, je n'ai pas le temps, ça veut dire, mon coco, j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes de faire. D'accord ? Autrement dit, c'est une phrase qu'on ne prononce que parce que nous avons le choix. Le choix de nos activités. Quelqu'un qui n'a pas le choix, qui doit faire une certaine tâche obligatoire, professionnelle, etc., qui a la chaîne, par exemple, il dit jamais « je n'ai pas le temps ». Parce qu'il n'a pas d'autre possibilité que de faire ce qu'il fait. Je n'ai pas le temps, c'est une phrase où différentes propositions d'action se mettent en concurrence. Et donc la phrase est simplement l'aveu ou la revendication d'une liberté qu'on assume. Plus ou moins franchement, c'est pour ça qu'on ment beaucoup. Bon. D'autre part, les phrases que nous utilisons pour dire le temps sont ambiguës par le fait que nous parlons du temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel. Et nous attribuons au temps des adjectifs. On dit qu'il y a un temps psychologique, un temps géologique, un temps astrophysique, cosmologique, etc., biologique. Bref, on parle de temps comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de temporalité. Et puis on en parle comme s'il avait les mêmes caractéristiques que les phénomènes temporels. Par exemple, je dirais que le temps est vide, sous prétexte qu'il ne s'y passe rien ou que je m'y ennuie. Mais quand le temps est vide, il est vide de quoi? De quoi a-t-il été vidé? On peut vider le temps comme ça? C'est comme une cruche. On parle de temps accéléré, je l'ai évoqué, sous prétexte que le rythme de nos vies ne cesse d'augmenter et comprime notre perception des durées. Très bien. Mais est-ce que vous pensez que le temps dépend de nous au sens où le rythme de nos activités changerait son propre rythme? Vous avez vraiment l'impression qu'en courant, par exemple, ça change la façon dont le temps s'écoule dans votre montre? Vous êtes bien sûr de ça? On parle de temps cyclique, dès que des événements identiques se répètent. Oui, mais alors si le temps était vraiment cyclique, à chaque fois qu'un événement se répète, ben si le temps est cyclique, on revient au point de départ. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on revient à l'automne, on est reparti pour un tour, comme si le temps n'avait pas passé? Ben non, c'est pas parce qu'il y a des cycles dans le temps que le temps est cyclique. C'est pas parce qu'il y a des phénomènes qui se répètent que le temps lui-même se répète. Sinon on serait tous jeunes. Hein. On ne passerait pas la première année. Ou plutôt on ne ferait que revivre la première année. Donc il y a des choses qui ne vont pas dans le langage.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait revivre à l'identique 2 fois la même expérience? Imaginons que le temps soit cyclique. Donc je parcours un premier cycle. Alors ça peut être une saison, une année, ça peut être une vie tout entière. Je parcours un cycle. Je reviens au point de départ et j'entame le 2e cycle. Alors qu'est-ce qui se passe pendant le 2e cycle? Si je me souviens que je suis déjà passé par là, parce que j'ai de la mémoire, je me souviens de la première fois, ben, je ne vis pas le 2e cycle comme le premier, puisque je reconnais ce que je suis en train de vivre. Donc je ne revis pas à l'identique la première expérience. La première fois je découvre, la seconde fois, ça se répète. Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'on s'en souvient pas. Très bien, on s'en souvient pas. Donc on commence le 2e cycle, sans se souvenir du premier. À ce moment-là, on ne sait pas que c'est le 2e. Donc, il est impossible de revivre à l'identique la même expérience. Il est impossible de vivre à l'identique la même expérience. Que vous fassiez intervenir la mémoire ou que vous ne la fassiez pas intervenir. Et si j'ai le temps, je vous parlerai de la physique ou du principe de causalité en physique. Le principe de causalité en physique est justement un principe qui interdit au temps d'être cyclique tout en permettant qu'il y ait des cycles dans le temps. C'est précisément parce que quand on répète la cause, ça répète l'effet, qu'il y a des cycles dans le temps. Mais ce principe de causalité est aussi celui qui interdit que le temps soit cyclique. Parce que dans un temps cyclique, le principe de causalité ne peut pas être garanti, puisqu'en allant vers le futur, vous revenez dans le passé. Donc vous allez vers le futur, là, dans votre futur, ça tourne, et vous revenez dans le passé, c'est-à-dire vous revenez par exemple à un moment qui a précédé la rencontre de vos parents. Alors si vous êtes spectateur de leur rencontre, ça c'est intéressant, ça vous donne accès à la scène originelle, mais si vous agissez en empêchant par exemple votre mère de sortir de chez elle le soir, elle a rencontré votre père, ça va provoquer un désordre dans la famille, parce que la cause de votre apparition est annulée par vous-même. Et c'est pour empêcher ces désordres dans les familles qu'on a choisi un temps linéaire, dans lequel un effet produit par une cause ne peut jamais rétroagir sur sa cause. Vous voyez, quand on confond comme ça le temps et les phénomènes temporels, on dit le temps est cyclique, l'histoire repasse les plats, etc. Bon, on dit des choses bizarres. Mais comme on est habitué au fait de les entendre, on ne les interroge plus. Mais quand on s'y arrête, tout pose des problèmes. Et donc voilà, si le temps ressemble au phénomène temporel, si le temps a les attributs de ce qui se passe en lui, s'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de temporalités différentes, alors c'est même plus la peine d'essayer de penser le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Quand il y a un colloque sur le temps, on invite un biologiste qui parle du temps biologique, un géologue qui parle du temps géologique, un astrophysicien, 3 philosophes, et à la fin on fait une synthèse qui n'a jamais lieu. Parce que dans l'affaire, personne n'a parlé du temps, tout le monde a parlé de temporalité. Je veux bien qu'il y ait un temps biologique, par exemple, ça ne me gêne pas. Mais avec quoi on mesure la période des rythmes biologiques? Avec une horloge. Donc le temps biologique, c'est absolument pas émancipé du temps physique. On mesure toujours les durées, quels que soient les phénomènes, par des horloges qui ne sont pas forcément des montres, hein, ça peut être des horloges très compliquées comme la radioactivité pour mesurer des périodes géologiques. Mais il n'existe pas de discipline qui est forgée pour se dire un temps propre qui lui soit particulier. Les psychologues n'ont pas inventé un temps psychologique. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a des facteurs psychologiques qui interviennent dans notre perception du temps physique. C'est pas la même chose.
D'accord? Et donc, vous voyez que le langage, si vous espériez tirer de lui des enseignements sur le temps, risque de vous décevoir, parce qu'il est confus, il est incohérent. Et d'ailleurs, quand vous racontez vos expériences temporelles, vos vacances, etc., vous en dites beaucoup plus sur vous que sur le temps même. C'est pas parce qu'on raconte nos histoires temporelles qu'on en apprend sur le temps, on en apprend sur nous. Et c'est donc pas en multipliant et en confrontant nos expériences temporelles qu'on aura la moindre indication sur la vérité du temps. Alors vous pourriez vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui reste? La philosophie, c'est ambigu, le langage, c'est pas clair, il faut procéder à un nettoyage de la situation verbale, comme disait Paul Valéry, parce que ce mot-temps est victime d'une polysémie fulgurante. Parfois, le mot-temps désigne la succession, parfois il désigne la simultanéité, en même temps. Il faut choisir, soit c'est la succession, soit c'est la simultanéité. Parfois il désigne le changement, le devenir, la vitesse, l'accélération, la mort, l'argent. Qui a dit le temps c'est de l'argent? Je ne sais plus qui. Il y en a un qui a dit le temps c'est de l'argent, surtout sur les tempes, à partir de la cinquantaine. Bon, bref, c'est un mot qui sert à tout. Et ça le rend suspect. Il faut donc procéder, je répète la formule, je l'aime beaucoup, à un nettoyage de la situation verbale. La question c'est à partir de quelle base vous allez faire ce travail critique du langage. Ce qui vient à l'esprit, c'est la physique. La physique, parce que la physique a fait du temps un paramètre depuis Newton. La physique, grâce à ces équations qui contiennent le temps, a pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Vous avez entendu parler du boson de Higgs en 2012. Vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles, récompensées par le prix Nobel de cette année. Elles avaient été prédites par Einstein il y a un siècle, à partir de considérations sur l'espace-temps. Donc les physiciens ont saisi quelque chose à propos du temps qui leur permettent d'entrer en contact particulier avec la réalité. La physique, c'est pas simplement une sténographie du réel, c'est une discipline qui permet de prédire l'existence d'objets, de phénomènes qu'on n'a jamais vus et qu'on finit par détecter. Parfois, ça prend du temps, un siècle. Parfois, ça prend moins de temps. Pour le boson de Higgs, on a attendu 48 ans entre la prédiction théorique et la détection. Et on se dit, finalement, les physiciens, ils ont compris quelque chose du temps qui leur permet de rencontrer quelque chose du réel. Bon. Et c'est donc de la physique qu'il faut partir. Et pour cela, il suffit de regarder les équations, qui est se demander ce qu'elle dirait du temps si elle pouvait parler. Par exemple, vous prenez les équations de Newton, de la mécanique, et vous essayez de voir quel est le statut du temps dans ces équations, son rapport à l'espace, à la matière. Est-ce que le temps dépend de la matière? Est-ce qu'il dépend de l'espace? Est-ce qu'il dépend de la vitesse, des corps, ou pas? Et puis vous recommencez avec la relativité, et puis vous recommencez avec la mécanique quantique, et puis vous recommencez avec la théorie des champs, et puis vous recommencez avec la théorie des supercordes, et puis vous voyez quel est le statut du temps dans les théories. Et ça, c'est un travail très intéressant, qui mène à des surprises incroyables, et qui vous montre que le temps des physiciens n'a rien à voir avec le temps tel que nous le disons ou le pensons. Mais ces enseignements n'ont pas du tout été pris en compte dans notre façon de dire le temps. Par exemple, si vous lisez aujourd'hui, en 2017, le livre de saint Augustin, les Confessions, qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Dedans, il y a un chapitre qui s'appelle le temps, c'est le chapitre 9. Non, c'est le chapitre 11, pardon. J'ai un doute. Bon, vous trouverez 9 ou 11. C'est une vingtaine de pages, vous lisez cela, texte magnifique, et vous serez surpris de tout comprendre. Comment se fait-il qu'à propos du temps, nous comprenions des textes
écrit il y a 16 siècles. Sachant que pendant ces 16 siècles, il s'est passé des choses. Dans notre compréhension du temps, il y a eu Galilée, il y a eu Newton, il y a eu Boltzmann, il y a eu Einstein, et beaucoup d'autres, qui ont profondément modifié notre façon de le considérer, de le représenter, d'envisager son rapport à l'espace, à l'énergie, à la matière. Et donc, si on avait pris acte de ces découvertes, dans notre façon de dire le temps, nous parlerions du temps d'une façon très différente de Saint-Augustin. Alors comment se fait-il qu'on comprenne Saint-Augustin? La réponse est très simple. Nous comprenons Saint-Augustin parce que nous parlons comme Saint-Augustin. C'est-à-dire que nos discours sur le temps n'ont nullement été affectés par nos connaissances sur le temps. Et les expressions qu'il emploie sont celles que nous employons. Il pose d'ailleurs des questions assez vertigineuses. Par exemple, il se demande dans ce texte, comment est-ce que je peux sentir que... Comment est-ce que je peux être dans le présent et en même temps sentir que le temps passe? C'est génial ça, hein? Je suis dans le présent, donc je suis dans le fleuve, si on reprend l'image du fleuve. Je suis dans le fleuve, mais si je suis emporté par le fleuve, et si je ne vois pas les rives, je ne peux pas savoir que je suis emporté. Pour voir que le fleuve coule, il faut que je sois sur les rives et que je le vois passer. Et donc si je suis prisonnier du temps, comment puis-je avoir conscience qu'il passe? Et puis il pose aussi des questions d'ordre spatial à propos du temps. Par exemple, il se demande où va le présent quand il devient passé? Et où est le passé? Là, tout le monde est mort. Hein. Où est le passé? Et vous posez une question spatiale à propos du temps. Où est le passé? Hier. Hier, c'est où? Est-ce que hier est quelque part où nous ne sommes plus? Ou est-ce que hier est tombé dans le néant? Voilà des questions un peu délicates. Alors selon que vous êtes proustien ou pas proustien, vous allez répondre différemment. Mais la question où passe le passé quand il est passé est une question intéressante. Et ces questions-là sont posées par saint Augustin donc, dès le IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc voilà, il y a cette solution sur laquelle moi j'ai travaillé avec des collègues pendant très longtemps. Qu'est-ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps? Et c'est en fait tout un chapitre. On pourrait y passer des heures, mais ça a à voir avec l'antimatière, ça a à voir avec la vitesse de la lumière, ça a toutes sortes de contraintes intéressantes. Mais il y a une question en amont qui m'oblige à vous faire part d'une réserve. C'est que celui qui a introduit le paramètre T dans la physique, c'est Newton. Galilée avait préparé le terrain, mais c'est vraiment Newton qui a formalisé ce paramètre dans les Principia à la fin du XVIIe siècle. Or, ce paramètre T de Newton n'a aucune des propriétés qu'on attribue au temps. La question, c'est donc pourquoi il l'appelait le temps? Il voit un paramètre dans ses équations, T, il l'appelle le temps. Et il dit même c'est le vrai temps par opposition au temps du vulgaire. Or, ce paramètre T n'a aucune des propriétés qu'on attribue dans notre façon de le dire au temps. Or, pour reconnaître le temps dans un paramètre, il faut déjà le connaître. D'une certaine façon, pour reconnaître, il faut déjà connaître. Et donc la question, c'est par quel stratagème intellectuel ou par quelle conception préalable du temps Newton a-t-il pu reconnaître le temps dans ce paramètre? Ça, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, que je ne m'étais jamais posée avant. Et du coup, je suis allé lire le livre de Newton, les Principia, et j'étais un peu déçu parce qu'il ne l'explique pas. Et en fait, il aurait dû appeler ce paramètre autrement. Il aurait dû l'appeler truc-muche. Truc-muche. Voilà, j'ai introduit un nouveau paramètre, truc-muche.
Mais il l'a appelé temps. Et c'est parce qu'il l'a appelé temps qu'on interroge les physiciens sur le temps. S'il l'avait appelé autrement, trucmuche, on interrogerait les physiciens sur trucmuche. Les physiciens feraient des colloques sur trucmuche, et puis les autres, les philosophes, les biologistes, les psychologues, les historiens feraient des colloques sur le temps. Et donc là, vous voyez, il y a une petite réserve. Il y a un arbitraire sémantique qui s'est produit là. Il aurait pu l'appeler autrement. Alors pourquoi est-ce que je dis que le paramètre T ne ressemble pas au temps? C'est tout simplement parce que le temps de Newton, T, si vous avez vu des équations, T est un paramètre, c'est assez curieux, qui ne dépend jamais du temps. Il est uniforme, comme disait Newton. Le vrai mot, c'est homogène. Mais ce que dit Newton, c'est que tous les instants du temps sont équivalents. Tous les instants ont le même statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, en passant, ne change pas sa façon d'être le temps. Autrement dit, pour Newton, la seule chose qui ne change pas au cours du temps, dans l'univers, c'est le temps. Alors que nous, on attribue, on confond le temps et le changement. Ce que veut dire Newton, c'est que la nature du temps ne change pas à mesure qu'il passe. D'autre part, ce paramètre T, là, il est complètement indépendant des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on dit qu'il y a un temps psychologique, il y a un temps truc, bref. Newton dit non, il y a un temps dans lequel il se passe tout. Il n'y a rien qui soit hors du temps, sauf Dieu. Et tous les phénomènes, eux, se déroulent dans le temps de la même façon. C'est le même temps pour tous. C'est un temps absolu et universel. Évidemment, c'est un temps qui n'a pas de vitesse, pour la raison que j'ai dite. Bref, c'est un temps complètement différent de notre façon de penser et de dire le temps. Un peu plus tard, enfin même longtemps plus tard, au début du XXe siècle, une physicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether a compris que le fait de dire que le temps est homogène, c'est-à-dire que tous les instants du temps ont le même statut, c'était en fait une façon indirecte de dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Donc quand vous dites le temps est homogène, le temps ne dépend pas du temps, c'est en fait une façon déguisée pour dire qu'à mesure que le temps passe, les lois physiques demeurent les mêmes. On appelle ça l'invariance par translation du temps, qui a comme conséquence la conservation de l'énergie d'ailleurs. Bon, c'est un peu compliqué. Vous pourriez penser que c'est une idée un peu métaphysique, mais en fait c'est une idée qui est une lapalissade, qu'on a tous dans la tête déjà. Par exemple, si ce matin, vous avez appuyé sur le bouton de votre four à micro-ondes, et il a marché. Si demain matin, vous appuyez sur le même bouton du même four à micro-ondes, et si vous constatez que cette fois, il ne marche pas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'il est tombé en panne. J'en suis sûr, c'est ça que vous allez dire. Le four à micro-ondes ne marche plus. Alors qu'il y a une autre hypothèse qui pourrait vous venir à l'esprit, mais qui ne viendra jamais dans votre esprit, c'est qu'au cours de la nuit, les équations de Maxwell aient changé. Les équations qui ont servi à des ingénieurs pour calculer votre four à micro-ondes. C'est une idée qui ne vous vient jamais. Vous êtes tous persuadés que les lois de l'électromagnétisme seront demain exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc l'invariance des lois par translation du temps, c'est une idée qu'on a tous en tête. Alors la physique a une histoire, les lois de la physique ont une histoire. Newton et Einstein, c'est pas la même chose. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais il n'y a pas d'histoire des lois physiques. Les vraies lois, celles qu'on cherche. Non, pas l'histoire. Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce que l'univers a une histoire, et s'il a une histoire, c'est qu'il y a des choses qui changent, et si ça change, c'est que les lois changent. En fait, c'était un long travail de clarification conceptuelle qui a permis de comprendre que quand l'univers change, ce qui change, en fait, ce sont ses propriétés physiques, c'est-à-dire sa température, sa densité, sa taille, pour l'univers observable, mais pas les lois.
pas les lois. Quelques secondes après le Big Bang, les lois physiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Mais les conditions physiques étaient différentes. Et ça donne des idées aux physiciens. Il se dit, mais si j'arrive à réaliser dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé, avec une très forte... Plutôt si j'arrive à réaliser dans le présent les conditions physiques du passé, très forte température, très grande densité d'énergie, dans un petit volume, pendant un temps court, je vais réaliser des conditions physiques extrêmes. Mais comme les lois n'ont pas changé, je vais voir, si je fais cela, se produire dans le présent les phénomènes qui se déroulaient dans le passé quand les conditions physiques dans l'univers étaient celles-ci. Et donc je peux offrir à l'univers une cure de jouvence en lui faisant vivre dans le présent des choses qu'il n'avait pas vécues depuis 13,7 milliards d'années. Et c'est ce qu'on fait au CERN ou dans d'autres laboratoires. On fait des collisions de particules qui vont recréer dans le présent les conditions physiques du passé et donc nous faire voir les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé. C'est pas une machine à remonter dans le passé. C'est une répétition dans le présent de phénomènes qui se déroulaient dans le passé. C'est par des stratagèmes comme ça qu'on a pu voir le boson de Higgs, etc. Okay ? Et donc, vous voyez, c'est ça que ce sera ma conclusion, si vous voulez, c'est qu'il y a ce problème de la sémantique. Voilà. Si Newton a eu raison d'appeler temps ce paramètre, parce que c'est le temps, qui a changé depuis avec Einstein, etc., alors c'est la physique qui a autorité pour parler du temps. Si au contraire, le temps qu'il appelle temps n'est qu'un temps incomplet, amaigri, une espèce d'idéalité qui n'est pas capable de dire toute notre expérience du temps, alors d'autres formes de discours sont possibles. Mais si vous faites vraiment l'hypothèse que les physiciens ont chopé quelque chose à propos du temps, alors les conséquences sont immenses. Par exemple, et ça sera mon point final, si vous voulez. C'est un peu long à expliquer, mais je vous donne simplement la conclusion. La physique montre qu'il faut distinguer deux sortes de choses que les philosophes souvent confondent. Les philosophes, pas tous, mais beaucoup, même nous dans le langage, nous confondons le temps et le changement. Nous confondons le temps et le devenir. Et la physique dit non, c'est deux choses complètement indépendantes. Il y a deux sortes d'irréversibilité complètement indépendantes. Il y a d'une part l'irréversibilité du temps même. Vous ne pouvez pas retrouver dans le futur un instant que vous avez déjà traversé dans le passé. Et puis il y a l'irréversibilité de certains phénomènes physiques. Par exemple, si vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et une fois que c'est fait, c'est fait. D'accord ? C'est-à-dire le système ne retrouvera jamais dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Et ces deux irréversibilités que nous confondons, en fait, il convient de les distinguer. Le temps, c'est pas le changement. Non ? Le temps, c'est même ce qui ne change pas quand tout change. Et là, il y a un peintre polonais qui a produit une œuvre qui illustre cela. C'est une œuvre qu'il a produite de façon indépendante. Il est mort en 2011. Moi, j'ai pu le rencontrer une fois, on a longuement discuté. Vous connaissez son nom, il s'appelle Roman Opalka. C'est un peintre polonais qui est né dans un tout petit village de Pologne entre les deux guerres mondiales. Et il a été très traumatisé par plusieurs expériences, notamment celle des camps. On avait noté son matricule sur son bras. Et puis l'expérience du temps, puisque quand il était tout jeune enfant, ses parents quittaient la seule pièce dans laquelle ils habitaient tous les matins pour chercher du travail et le laissaient tout seul dans la pièce où il y avait un meuble et une horloge et un lit. Et un jour, il raconte que l'horloge s'est arrêtée. Il a paniqué en pensant que ce serait la fin du monde. La fin du temps, c'est la fin des temps. Ça l'a marqué. Et puis il est devenu peintre après la guerre et il a produit des œuvres très figuratives. Et en 1965, il était à Varsovie, dans un café où il avait rendez-vous avec sa compagne, qui n'arrivait pas
Elle était en retard. Et là, il a senti la compacité du temps. Il a compris qu'il y a un truc. Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, je le rappelle pour les jeunes. Il n'y avait pas de portable en 65. Il ne connaissait pas non plus la phrase de Sacha Guitry. Madame est en retard, c'est donc qu'elle va venir. Donc il a été... il a subi une expérience existentielle traumatisante. Il a senti la fuite du temps. Et à partir de ce jour-là, il a produit une œuvre qui a été tous les jours la même. Pendant plus de 40 ans, il a peint sur un tableau noir, sur fond noir, la suite des nombres entiers, peint avec de la peinture blanche. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et il s'enregistrait avec un micro, un enregistreur, pour qu'il puisse dire les nombres les uns après les autres. Chaque tableau lui prenait plusieurs jours. Et quand il l'avait terminé, il se prenait en photo. Il faisait un sorte de selfie, avec un appareil qui était toujours le même, une chemise qui était toujours la même, un éclairage qui était toujours le même. Et il a fait ça pendant des dizaines d'années. Et donc il a peint une œuvre sans qu'il ait jamais lu un livre de physique, qui illustre exactement ce que je viens de dire, à savoir que la physique distingue le cours du temps, qui est l'irréversibilité du temps même, de la flèche du temps, qui n'est pas une propriété du temps, mais des phénomènes temporels, ceux qui sont irréversibles. La suite des nombres entiers, c'est la suite des instants. Tous les nombres sont différents, mais ils s'obtiennent tous de la même façon. On ajoute 1 au nombre précédent. De la même façon que tous les instants du temps sont inédits, mais ont tous le même statut. Ça, c'est le cours du temps, irréversible. Et puis la flèche du temps, elle se voit sur les photos. À mesure que le temps passe, son visage s'émassit, se ride, les cheveux blancs apparaissent, etc. Ça, c'est la flèche du temps. Et donc son œuvre distingue et sépare deux formes d'irréversibilité que la physique elle-même sépare. La morale de l'histoire, c'est que ça n'est pas le temps qui nous fait vieillir. Ce que fait le temps, c'est nous faire prendre de l'âge. Ah oui, mais prendre de l'âge et vieillir, c'est pas la même chose. Ce qu'on appelle le vieillissement, c'est pas du tout les symptômes du vieillissement, les cheveux qui tombent, etc. Ce qu'on appelle le vieillissement, c'est l'augmentation, avec l'âge, de mourir dans l'année qui vient. Donc on prend le 1er janvier, on compte le nombre de Français qui ont 40 ans, et puis le 1er janvier de l'année suivante, on regarde combien il en reste. Et ça donne la probabilité de mourir quand on a 40 ans, dans l'année qui vient. Mais si vous regardez les courbes, vous verrez qu'en France, entre 23 ans et 39 ans, pour les jeunes, pour les hommes, on ne vieillit pas. Mais regardez pas comme ça. On prend... Mais non, mais ces gens prennent 1 an tous les ans. Ils prennent de l'âge. Mais ça n'affecte pas leur probabilité de mourir dans l'année qui vient, qui est toujours la même. Donc ils ne vieillissent pas. Quel est l'âge où on vieillit le plus? L'âge où on vieillit le plus, c'est 17 ans. Parce qu'un jeune homme de 17 ans a une probabilité de mourir dans l'année qui vient bien plus grande qu'un jeune homme de 16 ans. La moto, le truc. D'accord? Et donc, en fait, il y a toute une plage de vie dans laquelle on est exactement comme les atomes radioactifs. C'est que les atomes radioactifs, ils meurent sans jamais avoir vieilli. Si je prends un atome de carbone 14 dans ma main gauche, qui est apparu là il y a 2 minutes, donc son âge c'est 2 minutes, l'espérance de vie, la période radioactive de ces atomes-là, c'est 5700 ans. Donc je prends un atome de carbone 14 qui est là depuis 2 minutes, il est tout jeune. Hein. J'en prends un autre qui a 1 milliard d'années, je le mets dans ma main droite. Lequel a la plus grande probabilité de disparaître dans la minute qui vient, à votre avis? Le plus jeune ou le plus vieux? C'est pareil pour les deux.
C'est-à-dire que la probabilité qu'il disparaisse est complètement indépendante de son âge. Autrement dit, les atomes radioactifs ne vieillissent jamais. Mais bien sûr, ils prennent de l'âge. Autrement dit, on peut tout à fait mourir sans jamais avoir vieilli. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Merci à vous.